Salut Instagram, pour des raisons pas complètement dépendantes de ma volonté, le son d'aujourd'hui est particulièrement moche, ce qui est plutôt un avantage à mon sens puisque ça va enfin permettre de rendre ma voix moins désagréable qu'elle n'en a l'air réellement. C'est-à-dire que tu vas trouver que c'est chiant à écouter, mais cette fois ce sera principalement parce que le son est moche. Non ça va, ça passe, je sais pas, tu me diras, désolé j'avais la flemme de tout recommencer depuis le début. Bisous. Ce dimanche en Formule 1, les experts des réseaux sociaux ne comprennent pas comment la présence d'un certain Russe à Monaco n'a pas causé de multiples safety cars, alors que l'édition se déroule avec un nombre record de 0 dépassement, en dehors du premier tour et d'une consigne d'équipe, et d'un nombre record de 0 drapeau jaune et safety car. Un pit stop de Mercedes désastreux fait que l'équipe allemande n'en ramène pas une sur le podium, et une Ferrari fait le meilleur temps en qualification mais ne part pas depuis la pole position, du jamais vu à Monaco depuis 2006. Ce dimanche en Formule 1, Formule Blabla termine enfin son repassage en retard et apprend même à faire des grues en origami. Et en plus, il a rien raté de la course. Avant de revenir sur ce Grand Prix de Monaco 2021 remporté par Hamilton devant Max Verstappen et Valtteri Bottas, je vais évoquer quelques détails. Ah oui, merde. Avant de revenir sur ce Grand Prix de Monaco 2021 remporté par Max Verstappen devant Carlos Sainz et Lando Norris, je vais évoquer quelques points de détail qui vont englober la majorité des pilotes pour la course d'hier. Et déjà, le premier, c'est l'impossibilité de dépasser. Mais encore, je vais le reformuler parce qu'on sait qu'à Monaco, dépasser, c'est déjà presque, voilà, pas loin de l'impossible. Mais donc c'est pas tant ça le problème que l'impossibilité de juste attaquer. Et ça n'a rien à voir avec la largeur des voitures modernes, mais simplement de leur propriété en général, et puis même de l'effet du dirty air. Parce qu'on a vu les poursuivants faire le yo-yo derrière leurs concurrents à tous les niveaux, c'est-à-dire ils se rapprochent et puis ils peuvent pas dépasser, du coup ça surchauffe, du coup ils s'éloignent pour refroidir, puis ils reviennent, puis ils repartent, puis ils reviennent, puis ils repartent, puis ils reviennent, puis ils repartent, puis ils reviennent, puis ils repartent. L'autre détail, c'est la stratégie pneumatique. Si sur un tel circuit, monter ces gommes en température, c'est compliqué, bah les tentatives l'undercut qui consiste à s'arrêter plus tôt, profiter d'un tour avec des gommes neuves pour rattraper le temps perdu sur un concurrent et le dépasser lorsqu'il va s'arrêter à son tour, bah ça n'a pas marché du tout parce qu'il fallait 2-3 tours pour mettre ces gommes dures en général, en plus en température, et ça revenait à perdre beaucoup de temps. Donc la meilleure stratégie c'était celle de l'overcut justement, c'est-à-dire l'effet inverse, s'arrêter plus tard, profiter du temps que les autres vont perdre à monter les gommes en température, et ensuite s'arrêter, ressortir devant et profiter du fait qu'on puisse pas doubler pour rester devant. Verstappen a pris un bon départ depuis la 2e place sur la grille pour prendre la tête et gagner la course et s'imposer donc brillamment, parce que si en termes de performance la Red Bull elle semblait sincèrement sur un pied d'égalité face au Ferrari, face au Ferrari et puis même face au Mercedes, la Red Bull semblait avoir cet avantage d'être à l'aise sur la gestion de ses gommes, et c'est quelque chose qu'on a vu aussi bien chez Verstappen que chez Perez. Alors effectivement, le rôle du pilote dans cette gestion est important, parce qu'on sait que Maximus et Sergius, ils sont doués dans ce domaine, mais il n'empêche que ça a pu se montrer déterminant, que la voiture ait cette capacité, surtout pour le Mexicain. Parce que Perez, certes, n'a jamais eu la réputation d'être un as quand il s'agit de faire le tour parfait en qualif, mais c'est pas pour autant que sa carrière a été mise en danger, parce que le dimanche, il sait conclure. Et par contre, à Monaco, la 9e place sur la grille, c'est vraiment pas l'idéal. Pourtant, il a bien suggéré son Grand Prix pour profiter de cette overcut et terminer en 4e position. Et si c'était pas pour ce tracé qui déteste les Formule 1 modernes, il aurait même pu aller chercher un podium, voire un doublé, parce que il était vraiment performant sur la fin de course, en remontant plus de 10 secondes pour passer les 15-20 derniers tours coincés derrière Norris. Checo a encore du boulot à faire, sa courbe d'adaptation prend beaucoup trop de temps au fil des week-ends, c'est-à-dire que le vendredi, enfin là le jeudi en l'occurrence, il est très loin, et quand arrive le dimanche, il commence à être performant, mais c'est généralement trop tard. Mais bon, vaut mieux un pilote qui compense ses pertes en qualification qu'un pilote qui galère en qualif et qui galère en course.
Aussi, il n'a pas été aidé en qualification par le drapeau rouge en fin de session et le trafic qui s'est ramassé. Mais c'est Monaco, mon petit Checo, hein, ça arrive tout le temps, ça. Donc voilà pour Pérez, je pense pas avoir grand chose à ajouter sur Red Bull qui marque un grand coup, blablabla, ils prennent la tête du championnat, on s'en fout, il reste 18 Grands Prix. Pour continuer, que Carlos Sainz, lui, fut frustré par cette Q3 qui se terminait sur un drapeau rouge et de pas avoir pu retenter sa chance pour espérer prendre une pole position, mais j'ose imaginer que sa deuxième place finale est un gros lot de consolation tant pour lui que pour Ferrari. Une voiture en pole à la régulière et l'autre qui termine deuxième aussi à la régulière, c'était un choc pour tout le monde de voir Ferrari aussi en forme. Ils avaient une voiture qui était légitimement capable de jouer la gagne. Charles Leclerc paye cher son erreur, son crash en qualification. Alors, je dis ça parce que, voilà, à l'heure où, là en ce moment, quand j'enregistre, on sait pas encore exactement si oui ou non son crash est à l'origine de sa non-participation à la course. C'est juste que j'ai l'impression que ça a tendance à devenir un tas répétitif, ces micro-erreurs Leclerc-esques, Leclerc-esques. Enfin, ces micro-erreurs de Charles Leclerc. Et oh que non, je ne doute pas de son talent, loin de là, et je suis vraiment triste de ne pas l'avoir vu pouvoir défendre ses chances, et évidemment que Monaco reste une piste incroyablement difficile à aborder, mais dans les faits, ça a été le seul à la mettre dans le mur en qualification, et ça a coûté cher à Ferrari, parce qu'ils auraient pu avoir les deux voitures sur le podium le dimanche et creuser au championnat constructeur. Mais comme je l'ai dit, au final, je ne sais pas encore si ce crash est à l'origine du problème. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir avec la boîte de vitesse, ni la partie droite de la voiture qui a été détruite dans le crash, mais ça pourrait être éventuellement une séquelle de l'accident sur l'arbre de transmission, puisque c'était au fond, sur l'arrière gauche qu'il a ressenti le problème. Donc peut-être que même sans le crash, il y aura eu ce problème, mais pour en revenir à Carlos, Tiroli Pimpon, j'ai rien à redire de sa belle prestation, bien qu'il n'ait jamais été en mesure de vraiment inquiéter Red Bull et Verstappen. Mais bon, encore une fois, il ramène la voiture en deuxième place, c'est vraiment pas sale du tout. Le meilleur résultat de Ferrari depuis un certain Sébastien V en Turquie l'an dernier. Week-end tout aussi divisé chez McLaren avec Norris 3e et Ricciardo 12e. L'Australien semble confronté à la dure réalité de devoir entièrement réapprendre à piloter. Et donc calme-toi, Jean Provocation, je dis pas qu'il est nul et qu'il doit réapprendre comment on pilote, je dis qu'il doit réapprendre ses habitudes de pilote et reprendre presque à zéro parce que il était plutôt content de son tour de qualification, il avait l'impression d'avoir été performant, mais en réalité, il était à 5 dixièmes de Norris, c'est bon pour la 12e place. Et je sais pas ce qui est le pire pour un pilote, entre ne pas arriver à se donner à 100% dans la voiture, et avoir l'impression qu'on était à 100%, mais de faire un résultat qui est pas suffisamment bon. Là où Sainz s'est vite révélé comme un pilote sur qui Ferrari pouvait compter, McLaren va vite devoir trouver des solutions pour que Ricciardo puisse enfin se placer au niveau attendu, et c'est vraiment quelque chose qui satisfait mon misérable orgueil. Pas que Ricciardo se plante, là non, je suis pas content pour ça, mais juste d'avoir un cas d'école pour démontrer à quel point les performances d'un pilote dépendent en grande partie de son environnement, de sa voiture, tout ça, et non pas de ses statistiques qu'il a sur des cartes à jouer ou dans les jeux vidéo. Mais j'espère vraiment qu'on pourra vite compter sur lui chez McLaren, parce que Lando, au moins, il est là, avec un autre podium cette année et un samedi impeccable qui s'est converti admirablement et sans la moindre erreur, parce qu'en fin de course, je rappelle que Pérez, il était juste là pour lui mettre la pression. Le revoilà 3e du championnat, et si, en théorie, Checo et Bobo devraient finir par terminer devant lui au fil du temps, ça démontre un excellent début de saison. Enfin, je dis en théorie parce que j'espère quand même que pour eux, que Bottas et Pérez, ils vont pas finir derrière Norris. Un autre pilote à avoir brillamment opéré sa stratégie ce dimanche, c'est Sébastien Vettel, qui conclut en 5e place. Un très bon week-end en partant 8e sur la grille, le meilleur résultat d'Aston Martin de toute l'année.
Il nous a offert le moment le plus intense du week-end dans sa lutte face à Gasly à la sortie des stands. Pierre Gasly, oh, what has happened? We need to know who's going to come out in front as we see Lance Stroll hitting the barrier and going over the curb one more time. Mais voilà, la réalisation, elle a préféré nous montrer un hors-piste de Stroll. D'ailleurs, je crois que c'est en train de devenir un meme, ce qui est absolument mérité et génial. Pas mal de petites erreurs pendant la course pour Junior, mais qui a malgré tout réalisé un excellent Grand Prix avec une stratégie inversée en partant en pneus durs, et il est remonté de la 13e à la 8e place. Enfin, un week-end parfait pour les Aston Martin. La voiture était performante ici, bien plus que n'importe où depuis le début de la saison, alors que l'apocalypse tombe au domicile de Formule Blabla. La stratégie a très bien marché, les pilotes ont fait un très beau travail, donc c'est du positif. Encore un pilote qui a fait un excellent résultat et qui est un peu passé dans l'ombre. Eh ben parlons de Pierre Gasly et sa 6e place, qui, grâce à lui, on a eu 6 équipes différentes aux 6 premières places en début de course. Il aura bien résisté à Hamilton et apporté le meilleur résultat d'AlphaTauri de la saison, là où son équipier Yuki Tsunoda découvrait Monaco pour la première fois et a beaucoup souffert. Éliminé en Q1 et 16e à l'arrivée, il continue son apprentissage à la dure. Donc je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire chez AlphaTauri. J'ai l'impression que depuis son crash à Imola, Tsunoda s'est pris un grand coup de réalité dans la tête et qui semble manquer de confiance dans la voiture. Après, ce n'est pas non plus sans exclure le fait que Pierre Gasly s'affirme vraiment au sein de l'équipe, comme s'il ne l'avait pas déjà fait l'année dernière. J'ai donc pas grand chose à ajouter, on va passer au grand perdant du week-end, Mercedes, en difficulté dès le début de ce week-end monégasque. L'équipe a changé son approche des réglages samedi matin pour préparer la qualification, en espérant gagner, mais le fait est que ça a rendu la vie plus difficile à Lewis Hamilton, alors que Valtteri Bottas semblait parfaitement à l'aise. Enfin, un week-end où c'est Bottas qui semble mener l'équipe. Donc il a pu se battre décemment pour la pole position et lutter pour la victoire pendant une dizaine de courses, pendant une dizaine de tours plutôt, avant que ses pneus n'aient perdu toute leur performance. A-t-il seulement fallu qu'ensuite il s'arrête au stand. Et il a un arrêt à la Bottas avec un problème à l'avant droit. Oh la vache. Non mais c'est pas possible. Il vient de perdre la position là, ça y est. Mais ils arrivent pas à enlever la roue. Il a encore... Mais c'est pas possible. Mais quoi? Mais non, mais Valtteri. Mais quoi? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Très belle opération de AlphaTauri qui conserve sa position. Bottas est toujours au stand. Non mais là c'est l'abandon pour Bottas. Oh mais non. Dans tous les cas, le week-end de Lewis était compromis après cette triste qualification, puisque en course, c'est Monaco, quoi. On pouvait pas attendre de miracle. Mais bon, un mauvais dimanche, ça arrive à Mercedes, ça arrivera aussi à Red Bull, donc à un moment ou l'autre, ils vont finir par se planter aussi chez Red Bull. Il reste 18 courses dans l'année, donc techniquement, même Latifi a encore toutes ses chances de gagner le titre. Et oui, c'est ça la Formule 1 moderne, plus il y a de courses dans le calendrier, moins chaque Grand Prix a d'importance, c'est absolument génial. Alpine s'attendait à un week-end compliqué à cause d'une voiture qui réagissait mal à l'absence de grippe et des difficultés à monter ses gommes en température. La remontée d'Alonso de la 13e place en 13e place depuis la 17e, pardon, c'est ça, oui c'est ça, il est arrivé 13e, il commence à 17e, soulève une belle amélioration de sa part, mais aussi le fait qu'il a toujours du mal en qualification. Cependant, il a reconnu qu'il pouvait, selon lui, difficilement faire mieux, et c'est pour ça que c'était une vraie surprise de voir Esteban Ocon passer en Q3 et finir 9e ce dimanche. En grande difficulté pendant la course, il a profité de sa belle qualification pour garder Antonio Giovinazzi derrière lui, et il n'aura pas pu faire bien mieux face à la stratégie de Lance Stroll.
mais ça montre l'énorme pas en avant de Ocon depuis l'intersaison. Il arrive enfin à maximiser toutes ses chances, et il arrive à marquer des points même quand la voiture est en difficulté, ce qui est capital, même si évidemment il a dû compter sur les 2 abandons de devant, mais bon, ça compte comme des points. Tout comme pour Giovinazzi au final, qui en a profité pour marquer enfin son premier point et le premier de l'équipe de cette saison. Enfin un week-end qui lui sourit, parce que jusque-là, il avait un peu de poisse. Il fait partie de mes bonnes surprises de ce début de saison, parce que enfin il semble avoir pris le meilleur de Raikkonen, et c'est vraiment le minimum qu'il doit accomplir s'il veut rester en Formule 1. Il ne peut pas se permettre de rester éternellement dans l'ombre d'un futur retraité, surtout que ça fait depuis 2016 que Raikkonen c'est un futur retraité, merci les médias. Kimi de son côté, je sais pas trop quoi dire, il a livré vraiment une bonne remontée en terminant 11e, mais voilà, en qualification, il souffre toujours un peu face à Giovinazzi, et le dimanche, encore une fois, c'est Monaco, mais un bon week-end des Alfa Romeo qui ne pensaient pas pouvoir marquer des points à la régulière cette année. Et pour finir ce dimanche avec les figurants, Williams pouvait faire difficilement mieux que 14 et 15 pour moi. Difficile de trouver quelque chose à dire dans des pilotes qui n'ont pas vu qui que ce soit de toute la course, qui se sont ennuyés tout seuls et qu'on n'a pas vu de toute la course d'ailleurs. Tout comme pour les As, même si encore une fois on va pouvoir déplorer le ridicule de Nikita Mazepin qui n'a pas arrêté de se cracher et qui a fini bon dernier. Ah oui, lol, faut dire Mazepin, oh là là, qu'est-ce que c'est drôle. Non, plus sérieusement, je suis content que le mépris et le dédain des voix les plus fortes qui se moquent en avance d'un truc qui finira par jamais arriver. Voilà, c'est moi, je suis un gros con. Kikita enregistre son meilleur week-end en Formule 1 en devançant son week-end en qualification et en course, même si bon, le rythme est pas trop là et qu'il a devancé son équipier en qualification parce que son équipier s'est craché en essai libre, et qu'en course, il a fini devant Schumacher parce qu'il l'a laissé passer lorsqu'il rencontrait des problèmes. Mais bon, au moins d'avoir eu enfin un week-end propre et un résultat minimum significatif, ça pourrait être un bon boost de confiance pour lui. La Haas de Schumacher a un peu trop embrassé les murs ce week-end et même fait des trucs plutôt indécents au niveau du virage du casino. Et ce qui a été relevé et qui était assez intéressant pour, que je vous rapporte du coup, c'est que seuls 4 pilotes n'avaient jamais roulé à Monaco en Formule 1, à savoir Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Nicolas Latifi et Kiki Tsunoda. Et 3 d'entre eux se sont crashés ce week-end et c'était pas Nikita. Donc voilà, bon, on dira que c'est le métier qui rentre, c'est normal. Voilà. Ce que j'ai à dire, j'ai déjà un peu trop parlé des As, je me suis un petit peu trop, ça y est, je me suis réjoui du fait que c'est pas celui qu'on croyait qui allait se planter qui s'est planté. Mais voilà, pour Schumacher, j'ai pas trop compris le problème qu'il avait. De toute façon, ça c'est la grande joie des médias. Quand on termine dernier, généralement, on n'en a rien à faire. Donc je sais juste qu'il s'est pas mal battu en début de course avec des problèmes sur son moteur. Donc, malgré l'absence de la série de Amver-Vehram de ce dimanche, le championnat reste incroyablement serré avec 4 points entre Max et Lewis, et pour la 3e place, entre la 3e et la 7e place aussi, qui se tiennent en 18 points entre Norris, Bottas, Perez, Leclerc et Sainz. Et il en va de même au championnat constructeur avec plein de mini-championnats au sein du championnat, avec 1 point pour la première place entre Red Bull et Mercedes, 2 points pour la 3e place entre McLaren et Ferrari, 3 points pour la 5e et la 7e place entre Aston Martin, AlphaTauri et Alpine, et 1 point pour la 8e place entre Alfa Romeo, Williams et Haas. Ça va, je rigole. Au final, c'est le point positif qui a retiré de ce week-end de Monaco pour moi, même si je conçois que certains aiment la Formule 1 quand c'est le même résultat tous les week-ends et que c'est le même qui gagne tout le temps, et qu'on sait déjà qui a gagné le titre après 5 courses. Non, moi je pense que la majorité des fans peuvent se ravir d'avoir autant de lutte à tous les niveaux, et il faut juste oublier le fait que le résultat a été déterminé après la qualification et non suite au dimanche. Quoique... Ah, Valtteri. Pourquoi es-tu Valtteri ? Bref, j'ai déjà hâte de me rendre à Bakou pour la prochaine manche, et ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu autant d'enthousiasme pour un championnat.
Ça se voit pas comme ça parce que j'ai tendance à beaucoup intérioriser mes émotions. Allez, voilà, c'est tout, bisous. Ah mais je sais même pas pourquoi je fais ça, moi.